Vous pensez connaître le prix du succès. Préparez-vous à plonger dans les coulisses de l'ambition, où chaque promotion a un coût caché et où la véritable monnaie d'échange n'est pas celle que l'on croit. Vous êtes au 41e étage. Les baies vitrées s'étendent du sol au plafond, offrant une vue sur la ville qui ressemble à un circuit imprimé. 12 personnes sont assises autour d'une table en acajou qui a coûté plus cher que la plupart des voitures. Devant vous, un ordre du jour imprimé que personne ne suit. Le directeur financier vient de prononcer un chiffre, 2,3 milliards d'euros, sans cligner des yeux. Quelqu'un parle de restructurer 3 divisions, ce qui signifie 14 000 emplois. Vous hochez la tête. Non pas que vous soyez d'accord, mais à ce niveau, le hochement est un langage en soi. Vous avez une voiture que vous n'avez pas choisie. Un assistant gère votre emploi du temps comme s'il s'agissait d'une ressource nationale. Votre salaire a cessé de vous importer il y a 2 ans, car ce nombre n'a plus aucune signification concrète. C'est ça, cette pièce. C'est ici que la pression est la plus forte. Mais vous n'avez pas commencé ici. Vous avez 22 ans. Vous gagnez 18 € de l'heure, peut-être 25 € si vous êtes dans la finance. Vous travaillez pour une entreprise de 4000 employés qui génère 870 millions d'euros de revenus annuels et vous n'y comprenez pratiquement rien. Votre badge indique « stagiaire » dans une police légèrement plus petite que celle des autres. C'est mardi. Vous avez rechargé le bac à papier. Vous avez assisté à 3 réunions où personne ne vous a présenté. Vous avez construit un tableur à 21 h parce que quelqu'un en avait besoin pour le lendemain matin et vous vous êtes dit que c'était comme ça que ça marchait. C'est le prix à payer. Un cadre vous invite à prendre un café. Il vous dit les mêmes choses que tout le monde. Restez curieux. Parlays. Tout est une question de réseau. Vous le notez dans un carnet que vous avez acheté spécifiquement pour ce travail. Vous croyez encore que ce carnet est important. Le moment décisif arrive un jeudi. Vous repérez une erreur dans une présentation. Vous savez que c'est faux. Vous ne dites rien, car vous n'êtes qu'un stagiaire, et l'erreur se trouve à la diapositive 34 sur 60, et la réunion commence dans 4 minutes. Vous ne dites rien. Et quelque chose commence. Quelque chose de silencieux. Un calcul auquel vous n'avez pas encore donné de nom. Le calcul de ce que coûte de parler et de ce que coûte de se taire. Vous commencez à apprendre quels sont les coûts les moins élevés. Vous êtes là depuis 14 mois. Vous gagnez 67 000 €. Vous avez un bureau qui est réellement le vôtre et une chaise qui vous donne toujours mal au dos. Vous travaillez dans une entreprise de 1200 personnes avec 340 millions d'euros de revenus. Vous savez maintenant ce que fait l'entreprise. Vous comprenez l'organigramme, du moins la partie en dessous de vous, qui est actuellement vide. Le mardi ressemble à ceci. 3 canaux Slack, 2 appels Zoom avec caméras allumées, un avec caméras éteintes parce que le manager est au volant. Vous construisez le modèle que quelqu'un d'autre présentera. Vous relisez la présentation que quelqu'un d'autre narrera. Votre nom n'y figure pas. C'est normal. Ils vous ont dit que c'était normal. Le moment qui vous coûte quelque chose, c'est quand un projet que vous avez mené, et que vous avez mené seul, vous a coûté des heures supplémentaires. Vous avez corrigé le bug à 23h47 un vendredi soir, et lors du compte-rendu général, un directeur mentionne l'équipe. Juste l'équipe. Vous voyez votre nom ne pas apparaître sur une diapositive pour le travail que vous avez bâti. Vous ressentez quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore le vocabulaire émotionnel. Pas tout à fait de la colère. Pas tout à fait de la résignation. Quelque chose d'entre les deux qui n'a pas de nom, mais une saveur très spécifique. Vous commencez à jouer pour la galerie plutôt que pour le travail. Vous ne l'avez pas décidé. C'est juste arrivé. Et vous ne le remarquez pas encore, car la performance et le travail semblent encore presque identiques. Vous gérez 4 personnes maintenant. Techniquement, vous gérez. Vous étiez le meilleur contributeur individuel, alors ils vous ont donné ce poste. Personne ne vous a formé. Ils vous ont donné un titre et un entretien bi-hebdomadaire avec un manager qui a 17 autres choses à gérer. Votre entreprise compte 600 personnes. Les revenus s'élèvent à 180 millions d'euros. Votre salaire est de 88 000 €, plus une structure de bonus que vous n'avez jamais entièrement atteinte. Vous avez une réunion récurrente le jeudi après-midi appelée « synchronisation d'équipe » qui coûte à l'entreprise 340 € en salaire par heure et produit en moyenne une seule action. Mardi, vous faites votre ancien travail, plus la coordination de 4 autres personnes, plus les demandes de votre manager, plus un entretien d'embauche pour un rôle dont vous n'êtes pas sûr d'avoir réellement besoin. Vous déjeunez à votre bureau. Ce n'est pas l'exception. C'est votre mardi. Le moment qui vous coûte. L'une de vos 4 personnes est sous-performante. Vous le savez. Elle le sait. Vous avez donné des retours 2 fois. Une fois en entretien individuel, une fois lors d'un examen trimestriel, et les 2 fois vous avez adouci vos propos.
Parce que vous aimez cette personne. Parce que vous n'avez pas été formé pour cela. Parce que la conversation est inconfortable et que la voie à suivre n'est pas claire, et qu'il est plus facile de gérer en contournant le problème. 6 mois passent. Rien ne change. Vous rédigez un plan d'amélioration des performances que vous écrivez comme une excuse. Quelque chose se calcifie. Votre empathie ne disparaît pas, mais elle commence à revêtir une armure. Vous commencez à séparer la personne du résultat. Pas entièrement, mais en partie. Vous le remarquez plus tard, lors d'une conversation différente avec une autre personne. L'armure apparaît sans être appelée. Maintenant, vous avez 11 subordonnés directs et 2 niveaux hiérarchiques inférieurs, et un budget de personnel de 1,4 million d'euros. Vous êtes responsable d'une fonction qui génère directement 22 millions d'euros de revenus. Votre salaire est de 115 000 euros. Vous avez un titre sur LinkedIn qui ressemble enfin à quelque chose. Mardi. Votre calendrier est rempli à 74% de réunions. Les 26% restants sont des courriels concernant ces réunions. Quelque part dans les interstices, vous êtes censé penser stratégiquement. Vous n'arrivez pas toujours à penser stratégiquement. Vous arrivez à réagir stratégiquement, ce qui est une chose différente. Vous avez maintenant assisté à une réunion où le poste de quelqu'un a été supprimé. Pas seulement restructuré, mais éliminé. Vous avez contribué à élaborer la recommandation. Vous l'avez présentée à votre directeur avec des données. Les données étaient exactes. La décision était judicieuse. La personne ne le méritait pas d'un point de vue humain. Elle était adéquate, peut-être même bonne, mais la fonction était redondante après l'acquisition et les chiffres étaient les chiffres. Vous avez signé la documentation. Les ressources humaines ont géré la conversation. Vous avez envoyé un message LinkedIn par la suite qui vous a pris 45 minutes à écrire. Ce qui change en vous n'est pas la culpabilité. La culpabilité est gérable. Ce qui change est quelque chose de plus difficile à nommer. Le moment où vous réalisez que les systèmes exigent des décisions que les individus ne prendraient jamais seuls. Et vous faites maintenant partie du système. Vous y avez consenti. La fiche de paie était ce consentement. Vous cessez de vous demander si les choses sont justes. Vous commencez à vous demander si elles sont défendables. Ce ne sont pas les mêmes questions. 340 collaborateurs directs et indirects. Un budget de voyage. Une place de parking réservée que vous utilisez 2 fois par semaine, car les 3 autres jours, vous travaillez depuis des chambres d'hôtel dans des villes que vous n'arrivez pas toujours à distinguer clairement le mardi matin. L'entreprise. 8000 employés. 1,9 miliard d'euros de revenus. Vous êtes responsable d'une ligne de profit et perte de 47 millions d'euros. Votre rémunération totale est de 195 000 euros, incluant des actions qui sont acquises par tranche sur 4 ans, de sorte que partir vous coûte toujours quelque chose. Le fait que partir vous coûte toujours quelque chose n'est pas un accident. Mardi. Vous passez 40 minutes à un examen de gouvernance, expliquant une décision prise par votre équipe 3 semaines auparavant à des parties prenantes qui n'étaient pas impliquées au moment de la décision et qui ont maintenant des opinions parce que le trimestre s'annonce différemment. Vous l'expliquez calmement. Vous utilisez des données. Vous ne dites pas ce que vous pensez, à savoir que la décision était correcte et que la remise en question est du théâtre. Vous avez appris cela. Vous avez appris à séparer ce que vous pensez de ce que vous dites en réunion et à traiter l'écart entre ces deux choses comme une compétence professionnelle plutôt que comme une malhonnêteté. Le moment qui définit ce niveau. Votre nom apparaît dans une présentation que vous n'avez pas écrite. Pour une présentation à laquelle vous n'avez pas assisté, concernant une stratégie que vous n'avez jamais formellement vue. Quelqu'un a cité le travail de votre équipe comme une réussite lors d'un briefing pour les cadres. Vous l'apprenez de troisième main par quelqu'un qui était dans la pièce. Votre premier instinct est la fierté. Votre second instinct est troublant. Vous devenez connu dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Et vous ne savez pas encore si c'est quelque chose que vous voulez. Vous supervisez une fonction de 90 personnes. Votre salaire est de 240 000 euros. Le bonus à l'objectif ajoute 60 000 euros. Des actions en plus. Vous avez un chef de cabinet qui est fonctionnellement un second cerveau, opérant à 70% de votre capacité, et c'est le meilleur investissement que l'entreprise ait jamais fait en votre nom. L'entreprise. 4,2 milliards d'euros de revenus. 22 000 employés à travers le monde. Vous êtes l'un des 31 directeurs. Mardi. Vous passez votre matinée en revue opérationnelle avec 2 vice-présidents et un directeur financier qui est à Singapour, sur un écran de la taille d'un plateau de cafétéria. Vous donnez une mise à jour sur une métrique qui a évolué de 1,7% dans la mauvaise direction. Vous avez un récit préparé pour expliquer pourquoi. Le récit est exact. La partie préparée est celle que vous ne mentionnez pas. Le coût. Vous êtes en couple. Une bonne relation.
Et votre partenaire a mentionné dimanche dernier, sans drame, sans accusation, juste comme une déclaration de fait, que vous n'aviez pas été pleinement présent depuis 6 mois. Il n'a pas dit « depuis la promotion ». Il n'en avait pas besoin. Vous avez dit que vous feriez mieux. Vous le pensiez en le disant. Vous avez aussi une revue opérationnelle le mardi, une séance de préparation du conseil le jeudi et un séminaire interfonctionnel la semaine suivante. Et quelque chose en vous a discrètement, sans réunion formelle ni décision, repriorisé. Non pas malicieusement. Non pas consciemment. Juste fonctionnellement. Comme un système allouant des ressources à la file d'attente de la plus haute urgence. Vous cessez de vérifier si vous êtes heureux. Non pas parce que vous êtes malheureux, mais parce que la question exige une bande passante que vous ne pouvez plus vous permettre d'allouer. Votre calendrier est désormais une arme. Quelqu'un le gère pour vous comme une opération militaire. Vous avez sept subordonnés directs qui sont eux-mêmes managers de managers. La chaîne sous votre responsabilité compte 400 personnes. Vous ne connaîtrez jamais la plupart de leurs noms. 340.000 euros de salaire. 85.000 euros de bonus cible. Des actions d'une valeur de 1,2 million d'euros sur 4 ans si le cours de l'action se maintient. Le cours de l'action ne se maintient pas toujours. L'entreprise est publique. 9 milliards d'euros de revenus. Vous faites partie du comité de direction. Vous assistez à la préparation des résultats trimestriels. Vous connaissez des choses sur la performance de l'entreprise 3 semaines avant le marché, et c'est à la fois une responsabilité et un poids que vous portez différemment de ce que vous attendiez. Mardi. 2 entretiens individuels avec des directeurs qui gèrent des crises que vous ne comprendrez jamais pleinement au niveau du terrain, car vous êtes trop haut pour en percevoir la texture. Vous posez de bonnes questions. Ils vous donnent de bons résumés. Vous prenez des décisions basées sur des résumés de réalité auxquels vous ne pouvez pas accéder directement. C'est le premier moment où vous comprenez que le leadership à grande échelle est un problème épistémologique. Vous travaillez avec des cartes. Le territoire est toujours différent de la carte. Et l'écart entre eux s'élargit chaque trimestre. Le coût déterminant, c'est le départ d'un employé que vous avez embauché il y a 3 ans, l'un de vos meilleurs. Pas pour l'argent. Il vous dit lors d'un entretien de départ réfléchi, que vous lisez dans un résumé PDF, qu'il ne se sentait pas vu. Que le manager du manager de son manager, c'est-à-dire vous, lui semblait théorique. Theorique. Vous lisez ce mot et vous y réfléchissez plus longtemps que vous ne voudriez l'admettre. Vous êtes dans la pièce maintenant. Pas toutes les pièces, mais les pièces qui comptent. 490.000 euros de salaire de base. La rémunération totale atteint 1,8 million d'euros une bonne année. On a écrit sur vous dans une publication spécialisée. Vous avez été cité avec précision. Vous avez approuvé la citation. L'entreprise. 17 milliards d'euros de revenus. 60 000 employés dans 14 pays. Vous supervisez une division de 2300 personnes. Vos décisions affectent les chaînes d'approvisionnement, l'immobilier, les effectifs sur 3 continents. Vous avez un comité des risques. Vous avez une équipe juridique. Vous avez une équipe de communication qui examine tout avant que cela ne soit rendu public. Mardi. Préparation du comité de direction le matin. Examens réglementaires à midi. Une réunion publique pour votre division à 15 heures, où 2300 personnes attendent de vous entendre parler de la restructuration. Vous avez des éléments de langage. Ils sont vrais. Ils ne sont pas complets. Ils ne peuvent pas être complets. Pas encore. Le service juridique n'a pas validé la version complète. Vous livrez la version incomplète. Vous le faites sans hésitation, car vous comprenez maintenant que l'information a des étapes et un timing, et que la diffuser incorrectement coûte plus cher que de la diffuser en retard. Ce n'est pas du cynisme. C'est ainsi que les systèmes se protègent. Quelque chose qui s'est produit au niveau 4, vous le réalisez maintenant, était la première note de cette chanson. Vous ne pouviez juste pas encore entendre la mélodie. Le coup est celui-ci, vous êtes bon dans ce domaine. Vraiment bon. Et vous ne savez plus si la personne qui est bonne dans ce domaine est la personne que vous étiez censé devenir. Vous ne posez pas cette question à voix haute, mais elle vous rend visite. Généralement le dimanche. Généralement vers 18 h. Il y a maintenant 11 personnes dans le pays qui comprennent ce qu'est réellement votre mardi. Votre nom figure dans la déclaration de procuration. Vous avez un détachement de sécurité lorsque vous voyagez à l'étranger. Votre rémunération, salaire, bonus, actions, avantages sociaux totalise 6,4 millions d'euros au cours de la dernière année déclarée. Vous avez un conseiller financier, un avocat spécialisé dans la planification successorale et une équipe de gestion de patrimoine qui se réunit trimestriellement. 38 milliards d'euros de revenus.
130 000 employés. Vous êtes responsable de la réalité opérationnelle ou financière d'une entreprise de la taille du PIB d'un pays de taille moyenne. Mardi. Vous êtes assis en face d'un investisseur activiste qui a acquis 6,2% de l'entreprise et qui a 4 choses très spécifiques qu'il souhaite modifier dans votre façon de la gérer. Vous écoutez. Vous prenez des notes. Les notes sont pour votre conseil et votre préparation du conseil d'administration, pas pour agir. Vous avez déjà réfléchi à leur position. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas non plus compatible avec la stratégie sur 5 ans que le conseil a approuvée il y a 18 mois. Vous devrez maintenir ces deux vérités simultanément pendant les prochains trimestres. Le moment décisif. Vous avez approuvé une restructuration qui a éliminé 4 000 emplois. Vous l'avez modélisé. Vous avez simulé les scénarios. Vous avez testé les alternatives sous contrainte. Vous l'avez présenté au conseil d'administration avec un esprit clair et une conscience tranquille, car les données la soutenaient et la survie à long terme des 126 000 emplois restants l'exigeait. Vous y croyez. Vous y croyez en le signant. Vous y croyez maintenant. Et pourtant, vous vous souvenez du nom d'une personne. Non pas parce que vous la connaissiez, mais parce qu'un courriel mal acheminé, destiné aux ressources humaines, a atterri dans votre boîte de réception, et il se trouvait qu'il provenait de quelqu'un dont vous avez lu le nom avant de réaliser qu'il ne vous était pas destiné. Vous vous souvenez du nom. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez cessé de demander pourquoi. Chaque pièce se tait lorsque vous y entrez. Non pas à cause de vous, mais à cause de ce que vous représentez. La différence est importante et presque personne à ce niveau ne l'a réellement comprise. Votre salaire de base est de 1,5 million d'euros. Votre rémunération totale, avec les actions de performance, les incitations à long terme et d'autres arrangements, dépasse les 24 millions d'euros de rémunération divulguée l'année dernière. Vous êtes couvert. Vous êtes à l'aise. Ces mots ne s'appliquent plus. Vous êtes dans une catégorie de réalité financière qui exige un vocabulaire différent. L'entreprise. 54 milliards d'euros de revenus. 210 000 employés. Vous rendez des comptes à un conseil d'administration de 12 membres. Vous êtes redevable à 4,3 millions d'actionnaires. Chaque mot que vous prononcez publiquement déplace un chiffre quelque part. Vous avez accepté cela comme la condition ambiante de votre existence. Mardi. Vous êtes à Washington. Un briefing réglementaire. Puis un appel avec votre homologue d'un concurrent européen concernant un partenariat qui pourrait ou non restructurer votre modèle économique principal. Puis un appel avec votre directeur des ressources humaines concernant une situation impliquant un cadre en Asie qui exige votre attention directe, votre discrétion et 3 avocats dans 2 fuseaux horaires. Puis vous rentrez chez vous en avion. Vous êtes dans votre maison à 23 heures. Vos enfants dorment. Il y a des dessins sur le réfrigérateur. L'un d'eux dit « Papa » en lettres irrégulières. Vous restez dans la cuisine pendant 4 minutes. C'est le coût total. 4 minutes dans une cuisine d'une maison que vous pouvez facilement vous offrir, à regarder des dessins d'enfants en bonne santé et pourvus de tout le nécessaire matériel. Et savoir que ces 4 minutes sont la raison pour laquelle vous êtes rentré, et que demain vous serez à Tokyo, et que ces 4 minutes, ce poids exact, ne vous attendront pas à votre retour. Vous ne le regrettez pas. C'est la partie que personne ne vous dit. Vous ne l'échangeriez pas. Mais vous aimeriez que quelqu'un sache que vous l'avez remarqué. Vous n'êtes plus dans le bâtiment tous les jours. Vous êtes quelque part au-dessus du bâtiment. Un point d'observation sans titre qui ressemble à du travail. Président du conseil. Vous assistez à 12 réunions par an. Vous recevez des briefings. Vous avez des opinions sur lesquelles d'autres personnes agissent sans que ces opinions ne soient appelées des ordres. Votre patrimoine net est de 340 millions d'euros. Vous pensez à ce nombre de manière abstraite maintenant, comme vous pensiez autrefois à la géographie. C'est réel. Vous savez que c'est réel, mais cela ne change pas ce que vous mangez au petit déjeuner. Vous présidez le comité qui décide si le PDG, quelqu'un que vous avez embauché, quelqu'un en qui vous croyez, survivra au trimestre. Vous gérez cela avec légèreté. Vous avez appris que le pouvoir exercé avec fermeté devient une chose différente. Vous le tenez avec légèreté et dormez bien, et c'est soit de la sagesse, soit son contraire, et vous avez fait la paix avec le fait de ne pas savoir quoi. Mardi. Vous lisez le dossier du conseil. Vous passez 2 appels téléphoniques. Vous déjeunez avec un ancien sénateur. Vous écrivez 2 paragraphes pour un mémoire que vous rédigez depuis 6 ans et que vous ne publierez peut-être jamais. Ce à quoi vous pensez, plus que tout, ce ne sont pas les décisions, pas les restructurations ou les acquisitions ou les années passées à Tokyo, Singapour et Francfort. Pas le cours de l'action. Pas la rémunération. Vous pensez au moment que vous ne pouvez plus localiser. Ce mardi de 1997 où vous êtes resté tard et avez construit un tableur, et vous êtes dit que ça en vaudrait la peine.
Était-ce un mardi? Vous ne retrouvez plus les mardis. Vous retrouvez l'arc, la longue forme de l'ensemble, la trajectoire, mais les mardis spécifiques se sont dissous. Le système a récompensé exactement ce qu'il avait promis de récompenser. Vous avez obtenu tout ce que vous aviez négocié. Les termes étaient clairs. Vous avez signé. Vous ne saviez juste pas dans quoi était écrite la clause en petits caractères. Quelque part dans le hall d'entrée en ce moment même, une imprimante de badge chauffe. Un jeune de 22 ans vérifie son téléphone, ajuste son col, prend une inspiration avant la porte tournante. Il a répété sa présentation 3 fois dans le métro. Il a un carnet. Un bon. Il croit que le carnet est important. Il ne sait pas encore ce que le système récompense. Il ne sait pas encore ce que le système coûte. Mais il le saura. L'ascenseur attend.